vous allez tous bien. Bienvenue dans notre webinaire consacré au logiciel, création digitale et droit de la propriété intellectuelle. Donc un sujet passionnant, à la fois très juridique, mais aussi très tech, très technique. Avant de commencer, quelques mots pour vous présenter le cabinet Dreyfus. Donc Dreyfus, on est conseiller en propriété industrielle, c'est une profession qui est réglementée avec des règles d'indépendance, une éthique professionnelle, à la fois des juristes et des ingénieurs. Nous, au cabinet Dreyfus, on fait tout ce qui est protection de la propriété intellectuelle, tout ce qui sort du cerveau de l'homme et qui est protégeable d'une façon à une autre ou d'une autre. Et on a une spécificité, on est très tourné aussi sur l'économie numérique, les nouvelles technologies. Et notre ADN, c'est vous protéger autant dans le monde virtuel que dans le monde réel. Donc, nos compétences, comme je vous l'ai dit, elles sont transverses, puisqu'on a à la fois des compétences de conseil en propriété industrielle, d'avocat, mais aussi techniques, ingénieurs. On essaye d'avoir une vision à 360 degrés de la propriété intellectuelle avec une expertise pointue et personnalisée. On a une démarche, on est très flexible, adaptable, rapide, dynamique. On est vraiment une équipe business partner pour nos clients. On a développé une plateforme métier qui s'appelle Dreyfus IP Web avec nos propres robots de surveillance, notamment sur les noms de domaine. Donc, notre expertise, donc la propriété intellectuelle au sens large, les marques, les droits d'auteur, les dessins et modèles, la nouvelle technologie, les nouvelles technologies, les noms de domaine, les réseaux sociaux. Et on s'occupe aussi bien de contrats, de précontentieux, contentieux, de questions de conformité également. Donc, nos compétences, c'est donc les marques, les noms de domaine, les réseaux sociaux, nouvelles technologies, droits d'auteur, dessins et modèles. Et là, on fait vraiment tout, que ce soit de la prosecution, de la procédure, de la négociation, licensing, transaction, du conseil, de la stratégie. On a des outils de surveillance et on fait également le contentieux et le pré-contentieux pour tous ces droits dans le monde entier. Sans attendre, je vais vous présenter notre équipe de choc qui va animer ce webinaire. Donc, à mes côtés, donc Emmanuel Harard, qui est donc associé du cabinet et qui est, lui, grand spécialiste en matière informatique logicielle, puisqu'il est carrément ingénieur informatique. Voilà. Donc, et avec à côté de lui, une équipe féminine de juristes de haut volet avec Soraya, Morgane et Elisen. Soraya qui est juriste senior IP-IT et Morgane et Elisen qui sont aussi spécialistes de IP-IT un peu plus junior. Voilà, ben, je vais leur laisser la parole. Les protections des créations digitales. Elisen, vous avez la parole. Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter le programme de ce webinaire. On abordera tout d'abord la protection des créations digitales avec des généralités sur les créations digitales et plus particulièrement les logiciels. Et par la suite, on abordera plus précisément la protection par le droit des logiciels et également la protection par le droit des marques qui est tout aussi indispensable. Donc, tout d'abord, la protection des créations digitales. Donc, il est important de savoir qu'est-ce qu'une création digitale. On peut définir la création digitale comme un assemblage de contenus numériques dont la visualisation s'effectue de manière interactive. Donc, les créations digitales peuvent concerner tout secteur d'activité. C'est par exemple le cas pour la production de technologiques, scientifiques, pratiques ou encore de loisirs, et même électronique professionnelle, médicale, scientifique ou encore militaire. Donc, de manière générale, ça renvoie à l'ensemble des applications disposant d'une interface homme-machine. Il est aussi à présent question de savoir quelles sont les créations qui peuvent être protégées. Donc, tout d'abord, il est important de prendre en considération qu'il n'y a aucune définition précise de la notion de logiciel, mais ça permet au droit de pouvoir s'adapter aux nouvelles formes de création informatisée puisque l'informatique et les nouvelles technologies sont sans cesse en évolution ces dernières décennies. Donc, ça permet au droit de s'adapter à ces nouveautés. S'il n'y a pas de définition,
En droit européen, on préférera parler de programmes informatiques, de programmes d'ordinateur, donc notamment par la directive européenne du 14 mars 1991. Et même s'il n'y a aucune définition légale qui a été posée par le législateur, cependant, on a une ancienne définition qui a été posée par un arrêté ministériel du 22 décembre 1981 relatif à l'enrichissement du vocabulaire informatique et qui nous dit que le terme logiciel désigne un ensemble de programmes, procédés, règles et éventuellement de la documentation relatif au fonctionnement d'un ensemble de traitements de données. S'il n'y a aucune définition légale qui a été posée, cependant le législateur a affirmé par la loi Lang du 3 juillet 1985 que le droit de brevet ne peut pas être appliqué au logiciel. Donc c'est le choix qui a été fait en France de protéger le logiciel par le droit d'auteur. Donc notamment, par exemple, on pourra protéger à travers le droit d'auteur des sites internet, des systèmes d'exploitation, des jeux vidéo ou encore des applications mobiles. Toutefois, il faut faire attention puisque dans une décision du TGI de Bordeaux de 2016, les juges ont affirmé que si un site internet peut constituer une œuvre de l'esprit protégeable, seul le choix des couleurs, des formes, du graphisme, de l'agencement, de la programmation et des fonctionnalités peut lui conférer un tel caractère. Donc, il faut bien faire attention à prendre en considération un simple concept d'un site n'est pas protégeable. Mais ça, je n'aborderai pas à la suite en abordant le droit d'auteur. Je laisse la parole à Emmanuel. Alors, si on parle de logiciel, donc on a vu que la définition est assez floue. En fait, lorsqu'on vient dans le monde du logiciel, on peut diviser ça grosso modo en 3 zones. La première zone on va classer dans les systèmes d'exploitation, donc tous les systèmes qui permettent… Est-ce que les participants peuvent mettre… Okay, merci, ça y est, c'est fait. Voilà, se mettre en mute. Merci. Voilà, donc le système d'exploitation qui permet à une machine de fonctionner. À l'autre bout de la chaîne, on a tout ce qu'on appelle les applicatifs, donc qui peuvent être des progiciels, des logiciels, alors des logiciels sous toute forme. Hein. Donc ça peut être sous forme de site internet, ça peut être sous forme d'applications mobiles. Et entre les deux, on a les outils qui permettent de développer ces logiciels, donc les langages de programmation et les frameworks, donc les outils qui permettent de développer. Voilà, donc la question qui se pose maintenant, c'est comment va-t-on protéger la créativité de nos développeurs? Donc la première chose, une des précautions à prendre lorsqu'on parle de logiciel, c'est la partie licence. Donc en termes de licence, on a 2 types de licences, globalement, enfin, de manière assez réduite. Donc les licences dites propriétaires qui vont donner des droits réduits aux utilisateurs, généralement un droit d'usage. Et les licences libres qui permettent d'accéder au code source et qui permettent généralement de réutiliser l'outil de création, donc qui peuvent servir de briques pour d'autres logiciels. Alors, donc, est-ce qu'on peut passer à la suivante? Donc, ces licences, et essentiellement, lorsqu'on parle de licences open source, donc la première chose, c'est qu'open source ne veut pas dire gratuit. Open source veut dire accès au code source. Donc ça, c'est une philosophie qui permet d'assurer la qualité et la traçabilité dans le développement des logiciels, mais un logiciel open source ne veut pas dire un logiciel gratuit. Des droits peuvent s'appliquer derrière. Sur ces logiciels, vous pouvez avoir des licences non permissives et des licences permissives. La licence non permissive est une licence qui permet de manière limitée l'utilisation et la redistribution de logiciels. Donc là, vous pouvez éventuellement avoir des droits de licence à payer, vous pouvez avoir des obligations de citation, vous pouvez
pas être autorisé à redistribuer le logiciel que vous avez utilisé ou les bibliothèques de fonctions que vous avez utilisées pour créer votre logiciel à vous. En face de ça, donc ça, ce sont des licences qui ont généralement des copyrights. Sur les licences permissives, pour le coup, vous êtes libre de ce qu'on appelle les licences copyleft. Vous avez la possibilité de réutiliser de manière intégrale le code que vous avez trouvé qui est sous licence permissive, de le modifier, de le redistribuer. Donc, lorsque vous utilisez des outils de type open source, assurez-vous bien de ne pas avoir des licences incompatibles entre elles, c'est-à-dire de mélanger des licences qui sont permissives, donc copyleft, et des licences qui ont du copyright. Je vais aborder, comme évoqué tout à l'heure, la protection du logiciel par le droit d'auteur, puisque le logiciel peut être protégé par le droit d'auteur. Cependant, le logiciel devra remplir quelques conditions pour pouvoir bénéficier de cette protection. Il devra être original, c'est-à-dire remplir le critère d'originalité, et il devra également être matérialisé. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, un simple concept ou une simple idée ne peut pas être protégé par le droit d'auteur. Concernant les éléments qui peuvent être protégés par ce droit d'auteur, il y a par exemple le code source, le code objet ou encore le matériel de conception préparatoire, aussi la documentation, donc tout ce qui va être manuel d'utilisation, l'interface graphique, les éléments multimédia qui auront été incorporés au logiciel ou encore le titre. Il faut faire attention puisque tout ce qui compose le logiciel ne sera pas forcément protégeable par le droit d'auteur. Donc, c'est par exemple le cas des fonctionnalités, de l'algorithme ou encore du cahier des charges. Donc, pour s'assurer une preuve datée des droits, donc, il conseille de faire un dépôt auprès de l'APP, donc de l'Agence de programmation de protection des programmes, donc, qui est spécialisée dans les logiciels, ce qui va permettre de donner une date et de pouvoir apporter la preuve de la titularité des droits, notamment lorsqu'il y a un problème de contrefaçon du logiciel. Donc, le droit d'auteur est composé de deux branches de droit, c'est-à-dire les droits patrimoniaux et les droits moraux. Donc, les droits patrimoniaux concernant le créateur d'un logiciel, il est défini à l'article L 122-6 du Code de la propriété intellectuelle, donc, qui nous explique le droit d'exploitation, qui va être donc composé du droit de reproduction permanente ou provisoire, du droit de traduction, d'adaptation, d'arrangement, de modification, ou encore du droit de distribution, c'est-à-dire de la mise sur le marché, que ce soit à titre gratuit ou onéreux. Donc, ces droits patrimoniaux peuvent être cédés au cours de la vie de l'auteur à un tiers, ce qui n'est pas le cas pour les droits moraux, qui ne peuvent être cédés et appartiennent donc à l'auteur tout au long de sa vie, voire même après sa mort. Donc, c'est par exemple le cas du droit de paternité. Il y a également parmi les droits moraux le droit de divulgation. Cependant, il y a quelques exceptions pour les droits moraux pour le créateur de logiciel, puisque un article, donc l'article 121-7 du Code de la propriété intellectuelle va diminuer ces droits moraux. C'est par exemple le cas pour le droit au respect de l'œuvre, puisque le créateur d'un logiciel ne peut s'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits, lorsque cette modification n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation. Et de plus, le créateur du logiciel ne pourra pas non plus exercer son droit de repentir ou de retrait. Pour ma part, je vais aborder la question de la titularité des droits qui sont relatifs au logiciel. Donc, par principe, le créateur du logiciel est titulaire des droits sur celui-ci. Mais il y a des situations qui peuvent être un peu particulières où parfois le logiciel est développé par plusieurs personnes ou dans le cadre de l'activité professionnelle de l'auteur du logiciel. Donc, on trouve par exemple les œuvres de collaboration. Donc, c'est quand le logiciel est développé par plusieurs auteurs. Dans ce cas, les auteurs sont co-titulaires des droits sur le logiciel qu'ils ont développé de manière commune. Le logiciel peut également être créé à l'initiative d'une personne physique ou morale donc, qui va l'éditer, le publier et le divulguer. Et dans ce cas-là, donc le principe s'applique, c'est l'auteur du logiciel qui en sera considéré comme étant le propriétaire. On peut également trouver des œuvres de commande. Donc, quand une personne tierce vous commande la production d'un logiciel, à ce moment, il faut bien garder en tête que le principe demeure applicable et que l'auteur reste titulaire des droits sur le logiciel. Sauf cas d'exception, si une licence
où un contrat de licence ou de cession a été signé. Ou encore si le salarié donc développe un logiciel dans le cadre de ses fonctions ou sur instruction de son employeur, alors l'employeur détient toujours les droits d'auteur, les droits patrimoniaux en tout cas sur le logiciel. C'est donc une exception au principe du droit d'auteur. Alors, comment s'assurer la titularité des droits sur son logiciel? Donc, comme je le disais, le principe étant que l'auteur reste titulaire des droits. Mais dans certains cas, on peut avoir conclu des contrats avec des personnes tierces, telles que des prestataires, pour par exemple la fabrication du logo, pour les campagnes de marketing, de publicité. Donc, il faut bien veiller à ce qu'aucune clause ne crée un transfert de droits de l'auteur vers ces personnes. Également, les cas dans lesquels le logiciel a été développé dans le cadre d'une entreprise. Donc, il y a aussi des contrats qui sont conclus avec les employés, qui peuvent être des stagiaires ou des salariés. Et le logiciel est un cas particulier parce qu'en fait, les droits sont, comme je le disais, dévolus automatiquement à l'employeur sur l'effet de la loi, sauf stipulation contraire. Donc, dans le cadre des contrats qui peuvent avoir lieu, il faut bien s'assurer qu'il n'y a pas de clause qui transfère les droits de l'auteur vers ces personnes. Donc, comment rédiger une clause de cession? Donc, si on veut donner les droits d'auteur à une autre personne, donc, la clause doit prévoir deux points essentiels. D'une part, l'étendue de la cession. Donc, il faut bien prévoir quels seront les droits qui seront dévolus à une autre personne. Donc, par exemple, on peut céder les droits numériques sur le logiciel ou encore céder le droit de déposer le nom que l'on va utiliser pour dénommer le logiciel à titre de marque. Donc, donner un droit de dépôt de marque. Et d'autre part, il faut bien prévoir la durée de la cession, donc savoir combien de temps cette cession va être applicable et si elle est transmissible à ses héritiers ou à ses cessionnaires, par exemple. Alors, la cession des droits sur un logiciel a quelques spécificités en fonction des méthodes de développement. Aujourd'hui, on a principalement deux méthodes. La méthode classique ou en V, avec cahier des charges, spécification détaillée et tout un processus de recettes d'un côté, et de l'autre côté, les méthodes agiles où en fait le cahier des charges s'établit au fur et à mesure de la programmation, des retours du client et des nouveaux besoins qui vont faire évoluer le développement. Donc, si la méthode classique est aujourd'hui bien balisée et donc peut être assez facilement traitée par un contrat de cession classique, dans la méthode agile, nous allons avoir quelques difficultés supplémentaires puisque l'étendue de la cession ne peut pas être prévue dès le départ. Donc, l'objet du contrat lui-même de développement étant évolutif. Donc, ça nécessite quelques adaptations au moment de l'établissement des contrats entre les développeurs et leurs clients. Donc, toujours lorsqu'on est en cours d'un développement, les questions à se poser, toujours en termes de protection et de droit, vont être de savoir si ce qui va être cédé au client est conforme au droit. Mais en fait, vous heurter ou faire face à un certain nombre de difficultés et un certain nombre de points que vous devez absolument vérifier avant de céder des droits sur le logiciel que vous avez créé. Le premier point, ce sont les outils de développement que vous utilisez. La question à se poser, est-ce que les outils que vous utilisez permettent de développer du code compilé ou du code source ou du code interprété, donc de le céder librement à son client. Donc ça, c'est la première chose, c'est votre outil de base. La deuxième chose, c'est que vous allez obligatoirement utiliser des bibliothèques de fonctions existantes. Et donc là aussi, avant d'en rétrocéder les droits à un tiers, vous devez être certain que soit les bibliothèques que vous utilisez sont libres de droit, soit sont couvertes par des licences qui permettent la redistribution, soit que vous payez les royalties nécessaires pour que ces librairies soient intégrées
dans le logiciel qui va être fourni à votre client. Et enfin, dernier point à prendre en compte, donc les outils de développement, généralement, on fait attention en termes de droit des tiers, mais vous allez être rapidement confronté, surtout sur des développements de type apps, développement web, vous allez avoir à intégrer des éléments graphiques. Dans ces éléments graphiques, vous allez avoir essentiellement des images et les polices de caractères qui vont être utilisées sur le site. Autant les images que les polices de caractères ont été créées par d'autres personnes, donc sont susceptibles d'être soumises à des droits de redistribution. Un cas assez classique, c'est les bibliothèques d'images sur lesquelles vous pouvez acheter et qui ne sont pas forcément libres de droit pour une rétrocession. Alors, peuvent avoir des bibliothèques d'images qui ne peuvent être utilisées que dans un cadre très précis, par exemple sur un site internet, mais pas pour l'impression, par exemple. Les polices de caractères, c'est exactement la même chose et c'est un point encore plus pernicieux puisque dans la plupart des cas, comme elles sont généralement assez facilement accessibles, tout le monde pense que les polices de caractères sont libres de droit, ce qui est pas toujours le cas. Donc, une fois qu'on a développé un logiciel et qu'on l'a commercialisé ou qu'on a fait un développement de façon pour un client, la question qui va se poser, c'est comment se protéger de ses concurrents et surtout à quel risque est-on exposé lorsqu'on fait du développement. Donc, vous avez le risque du départ d'un salarié ou d'un développeur freelance qui va aller travailler pour un concurrent, d'un côté, puis d'un autre côté, vous avez, surtout lorsqu'on utilise des outils de développement et que le code n'est pas protégé ou pas compilé, la problématique du plagiat. Donc, lorsqu'on parle de développement, donc, si un développeur ou un freelance part à la concurrence, on pourrait encadrer ça à la fois par son contrat de travail, donc en mettant des clauses de non-concurrence, d'une part, des clauses de confidentialité en termes de contenu de clientèle, et enfin, vous êtes protégé par le secret des affaires et par les clauses de propriété intellectuelle que vous devez impérativement intégrer dans vos contrats. Et pour ma part, et pour rejoindre les propos d'Emmanuel, il y a également le souci d'associés qui vont se séparer, par exemple, dans le cadre d'une entreprise. Et ça a été le cas dans un arrêt de la Cour de cassation en date de 2015. Dans cette affaire, un professeur de médecine et un informaticien s'étaient associés pour développer des logiciels, donc des logiciels d'analyse médicale. De leur association et au sein de leur entreprise sont nés 2 logiciels. Ils ont finalement et malheureusement décidé de se séparer et la Cour de cassation a refusé de considérer que les logiciels étaient des œuvres dont était titulaire la société au titre que les 2 associés n'avaient pas contribué de la même façon dans le cadre du développement du logiciel et donc la personne morale ne pouvait pas être titulaire des droits d'auteur. Cet arrêt en fait s'inscrit dans une lignée assez constante de la jurisprudence parce qu'une société ne peut pas être investie par principe des droits d'auteur sauf si l'œuvre est considérée comme une œuvre collective. Dans ce cas-là, l'œuvre n'a pas été considérée comme une œuvre collective et donc seul le développeur du logiciel a été considéré comme l'auteur et non la société. Alors, un petit point pratique qui s'applique à tous les développeurs freelance ou toutes les SS2I. Qu'est-ce qu'on peut réutiliser? Donc, vous allez avoir des commandes de clients, faire du développement à façon, développer des méthodes, développer des bibliothèques de fonctions. Et la question peut se poser de savoir si ces bibliothèques peuvent être réutilisées dans le cadre d'un autre projet pour un autre client. Essentiellement pour des raisons d'efficacité, de ne pas avoir à réinventer la roue à chaque fois. Par défaut, on ne peut pas réutiliser un code qui a été développé sur commande pour un client. Donc, à partir du moment où vous avez un contrat de commande et que vous avez fait une cession des droits sur ce qui va être développé, ce qui a été développé,
votre client est propriétaire des droits. Alors, comment est-ce qu'on peut contourner le problème? Deux façons de faire. La première, c'est que lorsque vous avez un volume de développement suffisamment important, vous allez forcément utiliser les mêmes méthodes de développement, vous allez utiliser des bibliothèques de fonctions génériques. Donc, la bonne pratique consiste en fait à développer des bibliothèques de fonctions pour le compte de la SS2I et ensuite de faire une session au client enfin donner une licence à un client pour utilisation dans le produit que vous allez lui vendre. Donc en fait, vous restez titulaire des droits sur les bibliothèques de fonctions que vous avez développées en amont et qui vont être des bibliothèques de fonctions assez génériques. L'autre possibilité, ça va être de négocier, si vous avez un morceau de code qui a été développé spécifiquement, vous voulez le réutiliser pour un autre client, ça va être de négocier avec votre premier client pour pouvoir le réutiliser. Donc soit gracieusement, soit avec une contrepartie financière. Alors, à présent, nous allons aborder la protection par le droit des marques, car une fois que vous avez créé cette superbe création digitale, ce logiciel, il faut bien le nommer. Alors, en quoi la marque représente-t-elle un atout stratégique pour les entreprises du service numérique? Donc, la marque permet de protéger les innovations et d'avoir un monopole sur le nom qui compose la marque. Et contrairement à un brevet ou à un dessin et modèle, par exemple, la marque est renouvelable indéfiniment par période donnée. En France, c'est tous les 10 ans. Ça permet de valoriser l'entreprise et donc c'est un pilier dans la stratégie marketing et commerciale puisque ça montre que vous croyez en vos actifs et donc que vous investissez pour les protéger. Ça permet aussi de protéger les investissements. Par exemple, si vous avez passé 7-8 heures autour d'une table à réfléchir au nom de votre produit, il faut pouvoir ensuite le défendre correctement. Donc, c'est essentiel de déposer la marque qui correspond. Et ça permet aussi de générer des revenus. Donc, si vous donnez des licences, notamment sur cette marque, ça permet aussi de rassurer vos investisseurs et vos clients. Donc, ça montre que vous prenez les démarches nécessaires pour votre protection. Et ça permet aussi de faciliter votre expansion à l'international, qui est requise pour exploiter la marque est requise pour exploiter dans certains pays. Par exemple, en Chine, vous ne pourrez pas exploiter si vous n'avez pas la marque qui correspond aux produits et aux services que vous entendez commercialiser. Donc, c'est un actif essentiel de toute société. Alors, quelle est la bonne stratégie à adopter en matière de marque? Alors, la marque, il faut la déposer dès la jeunesse du projet. Donc voilà, il faut éviter d'exploiter pendant des mois et de déposer la marque ensuite, puisque sinon vous pouvez avoir affaire à des dépôts frauduleux, donc des petits malins qui auraient déposé la marque après avoir vu le nom que vous avez choisi. Donc ce sera beaucoup plus difficile de se défendre. Il faut aussi choisir ses batailles, puisque à moins d'avoir un budget très très extensible, on ne peut pas se protéger dans tous les pays du monde. Donc il faut vraiment définir une stratégie de dépôt. Donc, on choisit ses territoires. Donc, ça va être en général le pays où l'entreprise est implantée, là où elle fait fabriquer ses produits ou là où elle rend ses services, là où elle les commercialise et les territoires de projet. Et donc, pour ça, on a quelque chose qui s'appelle le droit de priorité, qui est vraiment très utile pour les déposants. Donc, je vais essayer de l'expliquer simplement. Admettons que vous déposiez une marque en France. Et bien, dans les 6 mois qui suivent ce dépôt-là, vous avez ce qu'on appelle le délai de priorité pour étendre votre marque à l'étranger. Donc, si au bout de 3 mois, vous déposez par exemple une marque en Espagne pour le même signe et les mêmes produits et services, tous les dépôts qui ont été faits dans cet intervalle en Espagne ne pourront vous être opposés puisque vous aurez l'antériorité du dépôt français. Alors, il ne faut pas penser qu'aux marques, c'est essentiel de penser aussi au nom de domaine au moment où vous déposez la marque pour éviter tout ce qui est cybersquatting notamment. Donc, on en parlera après, mais ça permet aussi de s'inscrire dans votre stratégie marketing et d'avoir plus de visibilité sur Internet. Et enfin, il faut faire attention aux spécificités des lois applicables dans chaque pays de dépôt, puisque les juges et les offices de marque n'ont pas les mêmes méthodes de pensée ni les mêmes us et coutumes. Et par exemple, aux États-Unis, ça va être très difficile de faire protéger un nom de famille en tant que marque. Et aussi, donc, la jurisprudence est évolutive. On a un exemple avec la marque Booking.com qui avait été à l'origine refusée par l'office de marque aux États-Unis au motif que c'était un terme générique, donc Booking qui signifie réservation,
associé au .com. Et finalement, la Cour suprême a dit assez récemment, en juin, que ce n'était pas parce que la marque était composée d'un terme générique qu'elle n'était pas valide, puisqu'on a aussi tout ce mécanisme du caractère distinctif acquis par l'usage, puisque voilà, Booking.com est assez renommé. Et donc évidemment, c'est conseillé d'être assisté par un conseil en propriété intellectuelle pour optimiser les coûts, puisque lui saura dans quelle direction vous dirigez. Et c'est très utile aussi pour les opérations de due diligence, puisqu'il pourra garantir que vous avez mis en place toutes les opérations nécessaires pour la protection de vos droits. Alors, comment défendre ces marques? Alors, tout d'abord, avant de déposer la marque, il faut savoir dans quel monde on vit. Donc, il faut avoir une photographie de l'existant en faisant des recherches d'antériorité qui vont vous montrer si le signe est disponible ou s'il y a déjà des droits antérieurs qui pourront freiner la protection du signe choisi. Donc, on conseille toujours une recherche complète à la fois parmi les marques, les dénominations sociales, les noms commerciaux, enseignes et noms de domaine, donc tout ce qui est antériorité opposable à une marque. Et pour se défendre, il faut surveiller aussi, donc pour pouvoir connaître les atteintes et agir. Donc on conseille une surveillance parmi les marques, les noms de domaine et les réseaux sociaux, suite au dépôt. Et donc la marque est très utile aussi pour se défendre sur Internet. On sait que l'activité sur Internet est toujours croissante et il y a de plus en plus d'atteintes, que ce soit du cybersquatting, typo-squatting, phishing, faux sites. Et pour certaines procédures, comme l'UDRP, qui est en fait une procédure d'arbitrage qui permet notamment d'obtenir le transfert d'un nom de domaine, il faut pouvoir prouver un droit de marque. C'est la première condition de certaines procédures, dont la procédure UDRP. Donc la marque est essentielle pour vous défendre en ligne aussi. Après le dépôt, donc ce qu'on disait, il faut surveiller pour bien se défendre. Donc à la fois parmi les marques, les dénominations sociales, les réseaux sociaux, les noms de domaine et aussi auprès des douanes. Donc pourquoi surveiller sa marque? Si on prend l'exemple de la surveillance parmi les marques, ça vous permet de détecter tout dépôt similaire ou identique au vôtre et donc d'y réagir immédiatement. Et donc dans l'idéal, de régler la situation par le biais d'une lettre de mise en demeure, donc pour obtenir potentiellement le retrait volontaire de la marque litigieuse, ou via une opposition. Ça permet d'éviter en fait tout ce qui est procédure judiciaire qui devient parfois nécessaire lorsqu'on a trop attendu, même si depuis peu maintenant on a des actions qui peuvent être mises en œuvre directement devant l'office de marque en France, donc ce qui simplifie un peu la vie des titulaires de droit. C'est quand même bien de réagir assez rapidement. Et ça permet aussi d'éviter la dilution de la marque, puisque si vous défendez mal votre marque, elle pourra être utilisée à tort et à travers, et donc perdre de sa protection. C'est pourquoi, par exemple, si on prend un exemple du quotidien, il faut parler de mouchoir et pas de Kleenex, puisque Kleenex est une marque. Alors la marque, on la surveille aussi parmi les noms de domaine, les réseaux sociaux et les applications, puisqu'on a beaucoup de fraudeurs qui agissent sur Internet et qui sont assez créatifs. Donc on a l'exemple le plus fréquent du faux site web. Donc c'est un site qui va usurper l'identité de l'entreprise et donc par exemple prétendre que le logiciel que vous avez créé peut être téléchargé directement sur le site et il peut y avoir un malware associé, donc ça peut être assez dangereux. Souvent, ces faux sites web sont associés à des faux comptes sur les réseaux sociaux pour donner une fausse apparence de légitimité. Et on a d'autres types de fraudes, comme la fraude au président, donc qui est plus sophistiquée, même si elle concerne toutes les entreprises, pas que les grosses entreprises, où là, en fait, le fraudeur va se faire passer pour un dirigeant de l'entreprise et envoyer un email à un assistant ou une assistante, généralement, en prétextant une opération financière urgente. Et donc obtenir un virement non dû. Alors, la question qui se pose aussi, c'est de savoir quel type de marque on veut protéger. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de marques qui peuvent justement être protégées, que ce soit en France, au sein de l'Union européenne ou même dans certains autres pays. Donc, on a la marque la plus classique, si on peut dire, donc, qui est une marque verbale. On va protéger le nom du logiciel que l'on a développé. On peut aussi trouver des marques figuratives, c'est en fait la protection du logo. On trouve également des marques semi-figuratives qui comportent à la fois l'élément verbal, donc le nom de notre logiciel accompagné d'un logo. Et enfin, la marque de forme, aussi appelée marque tridimensionnelle, donc qui va protéger l'aspect de votre produit.
Donc ça, c'était pour les marques dites un peu classiques. Et on trouve aussi de plus en plus fréquemment des marques dites non traditionnelles qui étaient refusées avant auprès de l'Office de l'Union européenne, par exemple, et qui sont amenées à être de plus en plus acceptées. On trouve parmi celles-ci la marque de mouvement. Donc on va protéger soit un mouvement, soit la décomposition de tous les éléments qui la composent. On peut également trouver une marque multimédia. Donc c'est une marque qui est animée et enfin une marque hologramme, par exemple, comme l'a fait Google. Alors, chez Dreyfus, on nous pose fréquemment de nombreuses questions, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et on va traiter 2 d'entre elles aujourd'hui, voilà, donc qui nous sont souvent posées. Alors, Emmanuel, si je change de prestataire informatique, quelles sont les obligations de mon ancien prestataire? Alors, les obligations de l'ancien prestataire vont découler du contrat que vous avez avec lui. Donc, si vous avez une cession des droits, vous allez récupérer le logiciel. Il faut prévoir la cession des codes, éventuellement d'un certain nombre d'outils qui permettent de continuer le développement. Mais en fait, tout ça s'encadre dans le contrat de développement. Alors Emmanuel, est-ce que j'ai intérêt à développer mon logiciel en mode open source? Là aussi, c'est une question d'opportunité. L'open source a l'avantage de donner un gage de qualité, de responsabilité vis-à-vis des clients. Donc l'open source, en fait, fait que vous donnez un accès au code source en lui-même, sans que ce qui ne veut pas dire que ce que vous allez mettre en open source peut être utilisé par un tiers. Donc j'insiste, une licence open source n'est pas une licence gratuite. Une licence open source, c'est une licence qui permet aux utilisateurs ou à des tiers d'accéder au code source. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une revue du code par des tiers et d'éliminer par exemple des bugs ou de s'assurer qu'on n'a pas de failles de sécurité. Donc ce sont des choses qui sont relativement courantes aujourd'hui dans tout ce qui est le domaine de la sécurité. Donc les algorithmes de cryptage, et tout ce qui en découle. Donc ça, une revue par des pairs permet généralement d'améliorer la qualité des logiciels. D'un autre côté, mettre un outil en open source, ça veut aussi dire dévoiler à ses concurrents, lorsqu'on en a, ses méthodes de travail. Donc c'est une balance à faire entre les deux. Merci beaucoup à tous. On a déjà dépassé un petit peu l'heure, mais c'est sur ce sujet qui est vraiment passionnant. Vous avez probablement vous-même des questions. Je vous propose, comme on a déjà dépassé l'heure, de nous contacter directement si vous le souhaitez au cabinet ou de nous envoyer un mail. En tout cas, on vous remercie pour votre attention et on vous souhaite une très belle après-midi et puis à très bientôt. Au revoir à tous.